Francis Coppola was the key to Godfather 1. He cast it, he fought with the studio. Paramount wanted to save money, and so one of the things they wanted to do was to not film it as a period piece. They didn't want Brando. Coppola makes the family so vital that you're actually able to look at The Godfather on one level as a movie about a family business. It could be about the family dry cleaners. It could be fighting all about the barbecue joint that the family has open, and this brother knows the barbecue sauce, and this brother knows how to cook the meat, and they don't like each other. Represented the new sensibility of the 1970s, when filmmakers were interested in going behind the mask and sometimes unearthing truths that were hard to take, but nevertheless true. The Godfather blazed a new trail and set the sort of the tone for the 70s film, in that it was going to show you the good inside the evil person and the evil inside the good person. Because the Brando character, the Pacino character, they all start out as very good and decent men. And it's their experiences growing up as an immigrant family in the new America, which had its own prejudices, which tried to keep the Italians down. It's things that are produced in them that lead to corruption and turn them into corrupt human beings. We nevertheless care very much about them throughout this film. The direction by Francis Coppola is seemingly invisible because you feel that you're just a part of that family, sitting in at their dinner table, sharing their concerns, their fears, and you can understand what it is that produced these factors in them, because we all relate to things like family loyalty. Avant de débuter cette vidéo, je ne savais pas si j'allais faire parler de la trilogie directement, parler de chaque film. Et après réflexion, j'ai dit je vais essayer de plutôt parler de chaque film de manière solo. Et d'essayer un peu d'élaborer, mais pas en essayant de faire une sorte de Wikipédia et autres et tout, mais juste en donnant comme d'habitude mon ressentiment. Parce que je dis que bon, j'aime transformer mes vidéos en conversation, pas un truc Wikipédia où tu montres tel détail. Je pense que ce n'est pas trop mon fort, mais j'aime bien faire des petites conversations un peu pour résumer un peu plus ou moins ce que j'ai vu. Et après, engager un peu avec vous les abonnés qui me suivent un peu là. Merci encore à vous de me suivre, merci encore de venir dans la chaîne Patreon, merci encore dans tout ça. Et voilà, aujourd'hui, comme je dis, vous le voyez, on va parler du Parrain. Pourquoi le Parrain? Parce que ça me trotte depuis dans la tête depuis de parler de ce film. Je l'ai regardé encore ce week-end encore. Je l'ai regardé 2 fois encore. Et tout. Après, j'ai voulu me faire une séance de la trilogie du Parrain encore, mais après j'ai laissé, j'ai dit je vais regarder ça un autre jour, et je vais regarder le 2 et le 3 un autre jour. Je les ai déjà vus, hein, donc ne croyez pas que c'est des trucs que je découvre. Ça fait plus de 25 ans que je les regarde tout le temps, et c'est incroyable que chaque fois que tu les regardes, ils n'ont pas vieilli d'une traite, ils n'ont pas pris de rides et tout, et le film est génial un peu, parce que le Parrain, avant tout, on dit c'est un film de gangster, mais pour moi je vois comme un soap opéra familial, quoi. Le truc de la mafia, le gangstérisme et tout, qu'un prétexte un peu pour raconter cette histoire de famille, en fait, parce que c'est très axé famille. On suit la famille Corleone, les tribulations de la famille Corleone. Les 3 films montrent les tribulations de la famille Corleone dans justement le business un peu, où il n'évoque même pas, on évoque très peu le mot gangster et le mot mafia, même si c'est dans l'univers là, quelqu'un qui m'aime, on aurait même pu faire ce film là sur le pétrole, sur je sais pas, le commerce du pétrole, je sais pas, hein.
Ça aurait pu être un film, ça aurait pu être un peu comme on voit dans la série Yellowstone, hein, parce que c'est littéralement c'est un soap opéra, hein. C'est ça ce film, ça n'a rien à voir, c'est pas vraiment seulement pour montrer le milieu de la mafia. Oui, il y a beaucoup de choses où on te montre le milieu de la mafia et que ça a été bien coordonné par rapport à ça, mais globalement c'est une histoire de famille, ça reste toujours une histoire de famille et une tragédie d'un personnage, le personnage principal de la saga, Michael Corleone, ou comment plus ou moins on arrive à voir un homme qui à la base ne voulait pas participer du tout à les affaires familiales et devenir à la fin donne de sa famille parce que lui qui est le dernier de la famille en plus, parce que justement les circonstances l'amènent pour protéger un peu le nom de sa famille, pour protéger un peu l'influence de sa famille, pour protéger surtout qu'il est obligé de devenir le don, et ça le permet d'entrer vraiment à faire des choses un peu assez je dirais pas assez dégueulasse, mais assez limite un peu, on va dire ça. Et c'est pour ça que ce film-là résonne tant comme ça, parce que justement, tu arrives à avoir un peu cette empathie un peu de te dire, qu'est-ce que tu aurais fait à sa place? Qu'est-ce que tu aurais fait à sa place? Est-ce que tu es prêt, si ta famille est en danger comme elle était en danger dans le film, est-ce que tu aurais prêt à faire ce qu'il a fait pour maintenir sa famille? Donc c'est pour ça que c'est très difficile de juger le personnage de manière négative. Est-ce que ça résonne un peu? Est-ce que toi, on attaque ta famille, on attaque tes siens, comment tu fais? Est-ce que tu n'aurais pas fait exactement la même chose? Est-ce que tu serais même pas allé plus loin? C'est un peu comme ça pose un peu le personnage, parce que si tu quittes d'un personnage plus ou moins innocent, même si le background un peu explique qu'il était elle était entrée comme militaire et tout. Et c'est pour ça que justement il avait un peu un meilleur sang-froid que certains des personnages de trucs, parce qu'il est récompensé comme militaire. These Christmas ribbons for? For bravery. Héros de tous, un héros de guerre, même si comment on appelle ça, sa famille est dans la mafia, elle ne comprend pas trop aussi pourquoi il est rentré là-dedans, et qu'est-ce qu'il a réalisé vraiment. Mais quand tu vois un peu les petits indices qu'on te dit, il a été un héros de guerre, il a été un truc, être sur le front, il sait ce que c'est pour ça qu'il a une intelligence un peu de militaire un peu, qui a été au front, et c'est comme ça qu'il gère plutôt ses troupes un peu. Donc c'était intéressant et tout. Et voilà quoi. De quoi parle le parrain? C'était d'abord quoi le parrain? Le parrain à la base c'est d'abord un bouquin. C'est un bouquin fait par Mario Puzo. Oui, il a fait ça, je crois il avait sorti, je pense 10 ans avant, je pense. C'est un bouquin de Mario Puzo. Et ce bouquin de Mario Puzo là, qui était sorti en 69, donc 3 ans plus tard, avait été un best-seller un peu aux États-Unis à l'époque. Il avait été un très grand best-seller et tout, parce que on disait qu'elle faisait un portrait très réaliste et moins fantaisiste un peu de ce que c'est l'univers de la mafia dedans, puisqu'il avait réussi un peu à discuter un peu avec des personnes, des trucs, et il a réussi à s'inspirer vraiment de ça, et que c'est par rapport à ça, à ce truc qu'on a commencé à entendre des noms comme Consigliere, Capo Regime, Cosa Nostra, Omerta, toutes ces expressions qui étaient connues que des gens qui étaient dans la mafia. Et grâce à ce bouquin-là, justement, on a commencé à comprendre un peu comment la mafia fonctionne vraiment de l'intérieur, sans forcément tous les fantaisies
qu'on pourrait s'imaginer et autres et tout, et ça a rendu le rapport réaliste. Francis Ford Coppola l'a adapté en 3 ans plus tard, en 72. Même s'il y avait beaucoup de réalisateurs qui étaient derrière le truc, hein, il y avait plein de réalisateurs qui devaient l'adapter. Énormément de réalisateurs qui l'ont adapté, mais c'est tombé sur Francis Ford Coppola. Et à partir de là et tout, il a commencé à mettre son casting sur un budget qui n'était pas bon. Le budget à l'époque n'était pas forcément truc. 6-7 millions, bon, c'est beaucoup pour l'époque. 6-7 millions le budget et tout. Et plus ou moins, il a misé aussi parce que le personnage principal, Michael, il y avait énormément de gens qui voulaient jouer. Il y avait James Caan qui va jouer dans le film, son grand frère Sonny qui était parti aussi pour jouer le truc. Il y avait, comment il s'appelle, Burt Reynolds, je pense. Burt Reynolds était aussi pris. Burt Reynolds était pris aussi pour le rôle de Michael, mais Marlon Brando ne voulait pas du tout. Marlon Brando qu'on avait pris aussi. Surtout Marlon Brando ne voulait absolument pas que Burt Reynolds joue dans ce film parce que lui et Burt Reynolds, ça s'entendait pas. Dustin Hoffman avait été pris, Martin Sheen, Dean Stockwell, c'était les gens qui étaient prévus pour le rôle. Et le rôle, ils l'ont donné parce que à l'époque, là, apparemment, on voulait un acteur populaire. Parce que plus tu as un acteur populaire, les acteurs populaires un peu de l'époque, c'était les gens un peu comme Robert Redford. Même Alain Delon, on l'a proposé. Warren Beatty et tous ces gars-là. Surtout Alain Delon. À un moment donné, Alain Delon était vraiment considéré pour jouer Michael. Pour jouer Michael Corleone. Mais le truc, en fait, c'est que quand on regardait Alain Delon, est-ce qu'on se demandait, oui, il a le visage pour... Mais est-ce que il peut en ramener l'intensité dans ce rôle-là? Parce que ce rôle-là a besoin d'être... Oui, Michael est stoïque, mais il faut renvoyer un peu dans ce côté stoïque, un peu de l'intensité et tout. Et quand tu regardes Alain Delon, moi personnellement, je vais dire un peu ce que je pense d'Alain Delon, qui repose en paix. Mais c'était pas un acteur de ouf. Alain Delon, c'était juste une belle gueule. Une belle gueule qui renvoyait au cinéma, il parlait pas. J'ai aimé certains de ses films, hein. Ça, c'est un peu une parenthèse que je fais. Le samouraï, le guépard, la piscine. Et l'un des plus beaux même un peu qu'il a fait, c'est Rocco et ses frères. Et dans la plupart des films qu'il a fait, Alain Delon, il est stoïque, il est truc. C'est heureusement qu'il a eu la belle gueule qu'il a eu. C'est lui, il a un peu le même truc un peu que Humphrey Bogart, un peu. Je voulais pas dire Humphrey Bogart, je voulais dire Cooper. C'est une erreur que j'ai faite. On reprend la vidéo. Et c'était des très belles gueules que quand tu les voyais sur l'écran, ça attirait seulement le truc, mais c'était pas un gars vraiment ouf dans le jeu ou quelque chose comme ça. Donc, franchement, heureusement qu'ils l'ont pas pris. Donc, il y avait plein de choses comme ça. Parce que les producteurs voulaient un nom bankable et autres et tout. Et on a offert le rôle à un jeune gars de l'époque, Al Pacino. Al Pacino qui à l'époque n'avait pas vraiment encore fait beaucoup de films, hein. Al Pacino à l'époque, quand on regarde un peu ce qu'il avait fait à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de films qu'il avait fait. Il était beaucoup plus un gars qui était au théâtre, à Broadway, etc. Et son premier film qu'il fait notamment, son premier film, c'est Panic at Needle Park. D'ailleurs, je vous le recommande, c'est un fabuleux film d'ailleurs. C'était son premier film qu'il avait fait. Il avait que ce film-là, Panic at Needle Park, que je vous ai souvent parlé. Je vais souvent fait des références un peu dans la page un peu de ce film. Allez le regarder un peu aussi, c'est un magnifique film. Et à part ça, il était inconnu sur le monde de Hollywood. Donc c'est un jeune gars comme ça. Bon, il était pas très jeune. Je pense qu'il avait 29, 30 ans, 31 ans, 32 ans. Bon, on va dire que c'est un peu jeune un peu aussi. Et on lui propose ce rôle du parrain un peu. Et tout, où il a tout approuvé, tout le truc. C'est un peu le mec un peu inconnu par rapport à ce mec-là. Je pense par exemple à James Caan. James Caan avait déjà une carrière avant le parrain, si je me trompe pas. Non, bon, c'est James Caan, c'est le parrain aussi qu'il a lancé, plus ou moins. Parce que tu vois la brochette d'acteurs qui est là quand même, mis à part Marlon Brando.
plus ou moins c'est des gars qui vont tous exploser après Hollywood. Al Pacino, James Caan, Robert Duvall et le très regretté aussi John Cazale qui n'a joué que 5 films. Celui-là pour moi c'est peut-être un des meilleurs acteurs de toute cette bande là un peu. Quand je parle de bande, j'enlève Brando parce que Brando était un peu l'ancien. Marlon Brando était un peu l'ancien et tout, et c'était même aussi à une époque où Marlon Brando sa carrière était un peu en dents de scie et tout, et c'est le rôle qui a relancé plus ou moins sa carrière parce que c'est celui qui lui a donné, je pense, son 2e ou son 3e Oscar. Je sais pas, Marlon Brando il en a combien? 3 Oscars ou 2? Je pense que c'est son 2e Oscar qu'il a eu grâce à ça, à son rôle de Vito Corleone. Et voilà, Talia Shire aussi qu'on va voir aussi dans les Rocky. Talia Shire un peu qui est la mère un peu de Jason Schwartzman là, le boy de, je sais pas si vous connaissez l'acteur Jason Schwartzman là, le coco qui est dans le film de Wes Anderson là, comment il s'appelle hein? Je vais sortir là le truc un peu, il y a un film de Wes Anderson que j'aime beaucoup là, qui est Jason Schwartzman, l'acteur là, un peu plus ou moins, c'est surtout plein, et je m'embrouille un peu le cerveau, plein de jeunes acteurs de l'époque qui vont comment on appelle ça, qui vont exploser après ce film là, qui vont les ouvrir vraiment des portes. Et Al Pacino, franchement, c'était son premier truc dans son Michael Corleone. Donc bref, à partir de là, dans le truc, à un moment donné, Mario Puzo et Francis Ford Coppola retravaillent un peu le screenplay un peu pour le cinéma, parce que le film aurait pu durer 5 à 6 heures. Je vous conseille aussi de regarder aussi les scènes coupées qui sont tout aussi fabuleuses que le film hein. Les scènes coupées, tu aurais pu, il y en a peut-être même 90% des scènes coupées qui auraient pu apparaître même dans le film, et qui auraient même encore fait sens encore s'ils apparaissaient dans le film, mais tu pourrais pas faire un film de 5 à 6 heures, c'est très coûteux en termes de production et tout. Et à part ça, voilà quoi, dans le film parle de l'histoire de Michael un peu, l'histoire un peu de la famille Corleone, et plus ou moins qui est dirigé par le papa de l'époque, Victor Corleone, joué par Marlon Brando, qui est un homme un peu qui fait qui dégage autant de, comment on dit le mot, il dégage respect et admiration de par un peu sa communauté qu'il a un peu qu'il protège plus ou moins, respect et admiration. Et c'est un incroyable gars intelligent qui a su permettre à sa famille un peu de prospérer dans ce qu'ils appellent le business, puisqu'ils ne disent pas que c'est la mafia et autres et tout, dans ce qu'ils appellent le business, etc. Et à un moment donné aussi, il entre justement en relation d'affaires avec un certain Solozzo qui lui propose un peu une certaine forme de business, un peu là où il va entrer dans la narcotique. C'est-à-dire un peu, on est un peu à la période de la prohibition, où l'alcool est encore interdit, le vice, le jeu et tous ces trucs-là. Donc c'est un peu là où les Corleone sont plus. Et plus ou moins Solozzo, ce gars-là veut entrer en business parce qu'il dit j'aimerais plus ou moins faire le business avec vous, je vous mets en rapport un peu avec le business un peu de la narcotique, et comme ça vous pourrez aussi me livrer plus ou moins le nom de vos responsables politiques et tout, parce que de toute la mafia là, de la Cosa Nostra, un peu la Cosa Nostra, ceux qui savent un peu comment c'est plus ou moins plusieurs familles mafioso qui sont un peu comme un peu l'ONU de la mafia et tout, et pour que les choses ne partent pas trop en couille, on organise un peu le business comme ça là. Il y a un gars qui avait créé ça je parle dans la réalité hein. Ça s'inspire d'un gars qui avait réalité ça, je crois que c'est Lucky Luciano, le mec qui avait créé ce truc là, la Cosa Nostra, si je me trompe pas, que le business ne soit pas trop, ça part pas trop en couille, chacun vient là et commence à créer son chose, donc on réglemente un peu la manière dont on fait les choses. Et le plus puissant un peu des 5 familles dans le film, un peu, c'est la famille justement Corleone, par rapport à le personnage de Vito Corleone qui a énormément d'acquaintance avec la politique.
Solozzo, ce gars-là que vous voyez apparaître sur l'écran là, veut faire un business alors et le faire entrer dans le truc d'un narcotique pour qu'il puisse permettre aussi de lui donner aussi comment on appelle ça, ses relations politiques, parce que c'est le seul de la mafia qui a des relations politiques comme ça. Et plus ou moins alors Vito Corleone et tout n'est pas trop chaud de faire les affaires avec lui, puisqu'ils sont un peu dans la narcotique. La narcotique, un peu, c'est quelque chose que Vito Corleone n'aime pas trop faire, parce qu'il dit que la narcotique va apporter du mauvais dans les communautés qu'on est déjà en train d'être dans les communautés. Ça détruit les communautés, et autres. Bon, il avait un peu, même si c'est soi-disant la loi, un peu ce sens éthique un peu par rapport aux autres et tout. Et de ce fait, alors, il se fait pour faire un peu pression sur ce truc, Solozzo voit des gens essayer de l'assassiner, et il a une tentative un peu d'assassinat. Cette tentative d'assassinat fait en sorte que son fils, qui n'était pas du tout dans les affaires à la base, Michael et autres et tout, entre justement alors dans les affaires pour pouvoir sauver plus ou moins son père et sauver plus ou moins la legacy de la famille Corleone. Je paraphrase un peu comme ça parce que je veux pas spoiler, je veux pas randonner des trucs pour les personnes qui n'ont pas encore vu ce film, parce que ce film là il faut pas spoiler les gens, pas le spoiler les gens, vous allez voir. Et plus ou moins la direction du film c'est là dedans, et c'est comme ça qu'on arrive à revoir un peu le parcours de Michael jusqu'à la fin, là où il y a un peu sa destinée funeste un peu qui l'engrange. Mais c'est un fabuleux film de famille. Un fabuleux film des rapports de pouvoir, des rapports un peu des rapports même un peu conflictuels entre des frères. C'est pour ça que ça résonne beaucoup aussi dans les familles encore jusqu'à aujourd'hui. Et si je me trompe pas, ce qui est amusant un peu, c'est de voir l'influence que ce film a encore jusqu'à aujourd'hui. Quand je regarde un peu, je me rappelle un peu, je sais pas, j'avais fait un sujet un peu sur Batman, un peu de Dark Knight et tout. Ouais, un peu de Dark Knight et tout là. Et je vous avais dit souvent que le Dark Knight, il est inspiré d'un film, d'un comics là, un Long Halloween. Ce qui apparaît pour l'écran. Je me rappelle un peu quand je lisais un peu un Long Halloween là, de Jeff Loeb et c'est comment il s'appelle, et Tim Sale, ce comics là. Il y avait une scène qui me marquait beaucoup. C'est la première scène du bouquin, c'est I Believe in Gotham City. La première scène du parrain, ça commence à I Believe in America. Et c'est toujours une scène de mariage. Quand tu vois même les Falcons, c'est structuré et tout. C'est une scène de mariage comme tu peux voir et tout. C'est très influencé par le parrain. Long Halloween, très influencé par le parrain. Et je parle même pas encore de ça. Je vous rappelle aussi ce manga là, 91 Days, dont je vous avais fait un sujet sur la page. 91 Days est très inspiré aussi du parrain. Déjà même le titre, la structure, le deuxième épisode aussi débute par un mariage. Certains personnages peuvent rappeler le personnage qui est un peu dans le truc en jaune là, peut rappeler un peu Sony. Il y a un autre qui peut rappeler Fredo. Il y a un peu la même structure. Tout le père un peu peut rappeler Don Vito. Donc, il y a toutes ces structures là qui est assez particulière. Et ça montre l'impact du film encore 40 ans, 50 ans après. 40 ans, 50 ans après, c'est un fabuleux film de famille. Fabuleux film qui montre des rapports de pouvoir et comment dire, je sais pas comment encore plus développer, hein. C'est quelque chose que je vous recommande fortement de le regarder. Et tout, et de voir un peu comment ça a lancé toute la carrière de cette brochette d'acteurs exceptionnels qui vont devenir toutes des légendes. Regardez un peu le casting. Duval, Pacino, Khan, Brando, à part Brando qui était déjà établi, mais tous ces nouveaux là, c'est les gars qui vont devenir c'est la crème de la crème des acteurs des années 70 et 80. Ça là,
Ça, là, c'est crème de ces acteurs-là. Et c'est un peu fabuleux de voir ça. Donc, je voulais un peu parler un peu du Parrain, plus ou moins sans avoir évoqué un peu le truc. À quel point c'est bon. Je me demande un peu si en 2025, on pourrait faire des films comme ça encore. Des films où la part est beaucoup plus sur le dialogue, la part est beaucoup plus sur le jeu d'acteur. On laisse, je pense qu'il y a eu beaucoup de liberté laissée aussi au jeu d'acteurs qui ont permis un peu d'approfondir leur personnage. C'est ce genre de film là où vraiment les acteurs sont mis en avant. C'est très fabuleux. J'essaierai de faire un peu un autre truc sur le deuxième film et tout. Mais franchement, ça c'est un de mes millésimes, et c'est toujours truc. Parfois, moi j'adore beaucoup les tragédies parce que c'est une tragédie. Les gens, moi ce qui m'amuse souvent, c'est que les gens quand ils voient Michael, ils disent wow, Michael est un boss et autres et tout. Je dis gars, quand tu regardes ça, toute cette trilogie là, le boy là, c'est une tragédie. C'est une tragédie. Il n'y a même pas à regarder le mec avec les yeux qui brillent. Il faut regarder le mec avec les yeux qui pleurent. Le gars qui ne veut pas être dans les affaires, qui veut avoir le truc, qui finit comme non, arrêtez. Je dirais même pour moi, c'est du même niveau que La Revanche des Sith. Hein. En termes de Anakin qui devient Dark Vador, Michael c'est un peu ça. Hein. Michael c'est ça, c'est quelqu'un qui à la base ne doit pas être dans le délire. C'est une âme innocente qui se laisse pervertir justement par rapport à la situation pour protéger sa famille. C'est terrible, mais c'est un peu la morale un peu de ce film-là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Merci encore aux abonnés Patreon. J'espère qu'on pourra vous voir encore longtemps là-dedans. Et à plus pour d'autres aventures.